Merci, Monsieur le Président. Je remercie le leader de l'opposition officielle d'avoir soulevé cet rappel au règlement hier quant à la façon bizarre dont on a procédé pour l'étude article par article du projet de loi C60, projet de loi omnibus de mise en œuvre du budget. Je pense qu'on a nui à mes droits comme député et je voudrais vous dire pourquoi j'ai trouvé cette procédure inacceptable. Je remercie le leader à la Chambre de l'opposition officielle d'avoir soulevé le problème et d'avoir souligné que la façon de procéder au comité ne concordait pas avec les pratiques habituelles. Je suis d'accord avec ce qu'a dit le leader de l'opposition à la Chambre et le député de Winnipeg Nord pour le Parti libéral. Je voudrais me pencher sur des principes fondamentaux qui ont trait à la question dont il est question. Nous avons ici un gouvernement qui a une majorité, qui a le pouvoir et qui a la possibilité d'éliminer les quelques droits seulement dont dispose l'opposition. Les députés du Bloc québécois et moi-même et 2 indépendants, c'est seulement 8 personnes. Le Parti vert et le Bloc québécois sont les seuls députés à pouvoir soumettre des amendements à l'étape du rapport dans cette législature. Comme l'a dit le Peter Milligan, l'équilibre des pouvoirs entre le pouvoir et l'opposition est essentiel pour le fonctionnement du Parlement. Je vais déposer son opinion, si je ne lirai pas la citation. Bien que Peter Milligan ait prononcé sa décision alors que le gouvernement était minoritaire, la question reste la même. Le 29 mars 2007, Peter Milligan a dit qu'à l'heure actuelle, les présidents de comité ont jour après jour le problème de faire face aux pressions d'un gouvernement minoritaire. Mais la force des nombres ne devrait pas nous amener à mettre de côté la valeur des procédures parlementaires. Contrairement à la situation qu'affrontent les présidents de comité, les décisions du président de la Chambre ne peuvent pas faire l'objet d'appel. C'est pourquoi le président doit exercer ses responsabilités considérables avec prudence et de veiller à ce que la Chambre, prise dans le feu de l'action, ne prenne pas une décision erronée. Le président doit veiller à faire respecter les grands principes de notre tradition parlementaire exprimés par un greffier à la Chambre dont le mandat s'est achevé en 1922, qui disait « Protéger la minorité et restreindre la tyrannie de la majorité, d'amener la conduite des affaires publiques de façon ordonnée et correcte, de préserver le décorum et d'empêcher la perte de temps inutile, de donner à chaque mesure l'occasion d'être étudiée, d'éviter que toute action soit prise de façon impulsive. » Donc, c'est l'ancien greffier de la Chambre qui s'était prononcé. Je déposerai sa citation ainsi que la décision du Peter Milligan. Dans sa décision, ayant trait au rappel au privilège du député de Langley, il affirme que le président a le devoir de sauvegarder les droits et privilèges des députés et ceux de la Chambre. Il insiste en concluant « Nous sommes une démocratie parlementaire, pas une démocratie exécutive, ni une démocratie administrative. » En 2012, en décembre, il y a une autre décision où il se prononce sur une opposition
soulevés par le leader du gouvernement aux amendements que j'avais prononcés, que j'avais déposés à l'époque du rapport. Le président avait décidé que les amendements pouvaient être groupés. Votre décision a été claire, Monsieur le Président. Vous avez cité le règlement de la Chambre des communes à la page 240. Il reste vrai que la procédure parlementaire veille à ce qu'il y ait un équilibre entre la nécessité de faire adopter des mesures à la Chambre et la responsabilité de l'opposition de pouvoir en débattre. Vous avez ajouté le principe qui sous-jacent est une pierre angulaire de notre système parlementaire. Cela découle d'une longue tradition démocratique permettant à la minorité d'exprimer son point de vue sur la place publique et au gouvernement de faire voter son programme. Vous avez décidé que mon rapport minoritaire sur C35 pouvait faire l'objet d'un vote à la Chambre. Vous avez aussi indiqué des mesures qui pourraient permettre une procédure et une procédure équitable au dépôt d'amendements à l'étape du rapport. Selon moi, le leader du gouvernement à la Chambre essaye de faire indirectement ce qu'il ne pouvait pas faire directement. M. Dixon a dit que l'argent réuni par contrainte avec des pouvoirs ultra-vires et que cet argent soit gardé, ce serait entériner les actions ultra-vires. Tout ce dont il s'agit ici, c'est de faire de façon indirecte ce que vous avez empêché de recommander que ce ne fasse pas directement, soit d'opprimer les droits de la minorité. Que font-ils? Ils utilisent la force supérieure d'un gouvernement majoritaire pour balayer de la main les quelques procédures qui garantissent un minimum de liberté pour les membres de l'opposition. C'est une stratégie de subterfuge en coulisses. Pour le reste de ma présentation, j'aimerais toucher 2 points ayant trait à la question dont vous êtes saisi. Tout d'abord, la procédure adoptée par le Comité des finances est-elle en conformité avec votre décision du 12 décembre 2012? Et les amendements que j'ai déposés dans le 41e Parlement ont-ils contrevenu aux règles en ne respectant pas les critères de frivolité ou de répétition inutile? Je voudrais proposer des amendements à l'étape du report. C10 36, C11 11, 13 un amendement, 18 3 amendements, C31 23 amendements, C38 328 amendements, C37 un amendement, C25 82 amendements. Ce qui est manifeste est que le nombre d'amendements est directement proportionnel au poids de la législation déposée par le gouvernement. C'est seulement pour C45 et C48, projet de loi omnibus, et sur le projet de loi omnibus en matière de justice que j'ai déposé un nombre considérable d'amendements. Il y avait dans ces projets de loi une série de changements radicaux à toute une série de lois. Les amendements que j'ai proposés étaient tous sérieux, aucun n'était frivole, rien comme ce qu'avait fait à l'opposition de l'époque où on changeait par exemple de la ponctuation, histoire de ralentir simplement la procédure. Les amendements sur C31
Le ministre de la Citoyenneté a dit « Je remercie la députée de sa préoccupation et le respect qu'elle montre pour le processus de délibération. » Le ministre de l'Héritage, pour C11, a dit je félicite la députée de son approche substantive. Et sur un autre projet de loi, le ministre a dit je félicite le député de Saanich-Gulf Island de la diligence constante dont elle fait preuve. Je sais qu'il est toujours difficile d'être un député indépendant et de participer à l'étude des projets de loi. Nous l'admirons, même si je ne suis pas d'accord avec sa position. En résumé, Monsieur le Président, les amendements que j'ai présentés au cours de la 41e législature n'ont jamais été frivoles. Même le jour où nous avons entamé la séance de vote marathon sur le projet de loi C-38, j'ai discuté personnellement avec le premier ministre et je lui ai demandé s'il était possible d'en arriver à un compromis. Je lui ai dit que je serais à sa disposition, que si un ou deux amendements pourraient être adoptés, peut-être que les autres pourraient être retirés, et je vais faire des suggestions. Mon objectif, tout au long du processus, était basé sur des principes. Mes électeurs ont beaucoup à cœur ces questions et ces projets de loi, et je travaille sans relâche dans leur intérêt. Je n'ai jamais préparé et déposé des amendements, tout simplement comme le leader du Parlement, le leader du gouvernement à la Chambre l'a dit, tout simplement pour le plaisir. Il est question de loi fédérale et j'ai de l'expérience dans ce domaine au Parlement du Canada. Cette administration en particulier est la seule dans notre histoire à imposer une discipline aussi rigide à ses députés et au comité. C'est la première administration dans l'histoire du Canada à s'opposer à des changements à ses propositions législatives dès la première lecture et jusqu'à la sanction royale. Même les erreurs qui sont découvertes avant l'adoption d'un projet de loi sont protégés et ne peuvent faire l'objet d'amendements après que des projets de loi subséquents viennent corriger les erreurs dans les ébauches précédentes. Presque tous les projets de loi dans la 41e législative ont fait l'objet de mesures d'attribution de temps. Si il n'y avait pas eu de motion d'attribution de temps au cours du débat normal, au bout du compte, les députés tels que moi-même, qui suis indépendante, dans le débat normal, au bout du compte, les députés dans ma position seraient reconnus, auraient la parole, donc, et pourraient participer au débat. Mais étant donné les motions d'attribution de temps, on n'a jamais eu l'occasion de véritablement discuter en deuxième lecture ou à l'étape du rapport ou même en troisième lecture. Avec des motions d'attribution de temps, on n'a jamais l'occasion, donc les députés comme moi n'ont jamais l'occasion de prendre la parole à moins qu'un autre parti ne nous en donne la possibilité. Lorsque le temps est à ce point limité, la seule possibilité de participer au débat, c'est de déposer des amendements à l'étape du rapport. Cette approche de l'administration conservatrice actuelle qui vise à rejeter tous les amendements tout en limitant le débat va à l'encontre de la tradition du Parlement de Westminster. C'est une nouvelle approche partisane au processus démocratique, au politique. En tant que député parlementaire, je crois qu'il est de mon devoir de m'opposer à cette nouvelle approche en matière de législation qui fait preuve de mépris. Le dépôt d'amendements à l'étape du rapport donne à l'ensemble de la Chambre la possibilité d'améliorer les projets de loi avant la troisième lecture. C'est encore plus important lorsque le comité législatif, que le processus en comité législatif n'a pas fonctionné comme il se devait. Monsieur le Président, maintenant j'aimerais vous parler du comité des finances et de la façon dont il a appliqué les suggestions que vous aviez proposées dans votre décision en 2012. Je sais que le président du comité des finances est toujours juste et que tous les membres du comité des finances aussi, ce n'est rien de personnel. J'imagine que toute cette stratégie est issue d'ailleurs que du comité des finances lui-même. Monsieur le Président, vous disiez qu'il y avait des mécanismes à la disposition de la Chambre pour résoudre ces problèmes afin de satisfaire tous les députés d'une façon qui établirait un équilibre entre les droits de tous les députés. Les députés doivent se souvenir qu'il y a de nombreux précédents où des députés indépendants ont pu devenir membres de comités permanents. Voilà donc des citations de votre décision de décembre, Monsieur le Président. Et finalement, vous avez dit qu'un mécanisme, si on trouvait un mécanisme qui
serait satisfaisant et qui permettrait aux députés indépendants de déposer des amendements, des motions afin de modifier des projets de loi en comité, le président n'a aucun doute que le processus de sélection à l'étape du rapport pourrait s'adapter à cette nouvelle réalité. Monsieur le Président, il est évident, d'après vos propos, que vous souhaitiez que des efforts soient déployés pour permettre la participation des députés indépendants afin qu'ils puissent participer à la discussion. On voulait pouvoir en arriver à des ententes qui pourraient satisfaire tous les députés. Il fallait que ce soit satisfaisant pour tous les députés. Mais en le disant dans votre décision, vous laissiez entendre donc qu'il fallait en arriver à des mécanismes dont on devrait discuter, mécanismes qui seraient ainsi acceptés par toutes les personnes concernées. Puis vous avez dit que le fait d'être membre de façon temporaire d'un député pourrait être une possibilité et que les députés devraient pouvoir déposer des motions. Monsieur le Président, rien de cela ne s'est produit. Je vous déposerai un exemplaire par écrit de toute la correspondance entre moi-même et le président du comité des finances. Vous constaterez qu'il n'y a eu aucune discussion ni offre de coopération. L'invitation, entre guillemets, qui figure dans la lettre du 7 mai 2013, ne permettait aucune discussion. La motion du comité n'a été appuyée que par les députés conservateurs du comité des finances, mais pas par l'opposition officielle ni par le Parti libéral. La lettre et surtout la motion en tant que telle ont plutôt le ton d'un ultimatum unilatéral. J'ai demandé à obtenir le statut de membre temporaire pour l'étude article par article du projet de loi, mais cela a été rejeté dans une lettre datée du 24 mai. Étant donné que diverses parties du projet de loi C-60 ont été réparties entre les divers comités, j'ai essayé de participer à toutes les audiences qui portaient sur mes amendements. Mais les comités se réunissaient souvent en même temps, dans des endroits bien différents partout dans l'enceinte parlementaire, ce qui faisait en sorte qu'il m'était impossible de participer partout. J'ai participé à certaines audiences du comité de l'industrie, des finances et des affaires étrangères avant l'étude article par article. J'ai demandé à obtenir la permission pour pouvoir poser des questions aux députés, mais on a rejeté ma demande au comité des affaires étrangères et au comité des finances. J'ai eu la possibilité de poser des questions au comité de l'industrie. J'ai eu 3 minutes. Monsieur le Président, je vais être franche, on ne m'a pas donné la même occasion qu'aux autres membres des comités. En mai 2013, comme le comité des finances l'avait réclamé, j'ai respecté sa volonté et j'ai essayé de coopérer. J'ai présenté mes amendements et j'ai participé à l'étude article par article le 28 mai 2013. J'ai demandé à avoir suffisamment de temps pour déposer mes amendements. Il y en avait 11 au total. On m'a donné la moitié du temps que mes collègues du Bloc québécois. On m'a donné 1 minute par amendement. Il a obtenu 2 minutes par amendement. Je déposerai aussi le Hansard qui montre les transcriptions de ces délibérations. Avant de déposer les amendements, j'ai dit que je n'essayais que de coopérer avec le comité et que c'était mon droit de déposer des amendements à l'étape du rapport. J'ai répété que ma participation n'en m'empêchait pas de déposer des amendements à l'étape du rapport et que j'avais le droit de déposer mes propres amendements, d'en discuter, de répondre aux questions sur mes amendements. Et à l'étape du rapport, j'ai le droit de voter également sur mes amendements. J'ai également repris les propos de l'honorable député de Parkdale-High Park qui disait que le fait d'inviter des députés indépendants en comité, selon elle, ne respectait pas la procédure parlementaire, étant donné que seulement la Chambre des communes ne peut plutôt nommer des membres au comité. À 2 occasions, lors de l'étude article par article, les députés ont proposé des amendements à mes amendements, donc des sous-amendements, et je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. L'un des conservateurs n'était pas d'accord avec moi, mais je n'ai pas eu l'occasion de rétorquer ou de répliquer. À une autre occasion, un député néo-démocrate a mal compris les répercussions de mon amendement, mais je n'ai pas eu l'occasion d'expliquer ce qu'il en était. Je n'ai pas eu la possibilité de déposer mes amendements. La motion a été réputée adoptée. Je n'ai pas eu la possibilité de voter sur mon amendement. Comme on l'a déjà fait remarquer, je n'ai même pas eu la possibilité de même participer aux discussions concernant mon amendement. Monsieur le Président, rien ne peut être considéré là-dedans comme étant satisfaisant, étant donné les circonstances auxquelles j'ai dû m'adapter.
C'est un principe de justice naturelle. Une occasion qui ne peut être saisie n'est pas une occasion. Si on tient compte des circonstances dans lesquelles des décisions de la présidence ont été rendues concernant des députés qui n'ont pas eu la possibilité de déposer leurs amendements, il est clair que ce processus qui a été imposé au Comité des finances n'est pas à la hauteur. Monsieur le Président, par exemple, en 2001, le président Milliken a dit que lorsqu'un député siège à 2 comités et qu'il a de la difficulté à se rendre aux réunions, il peut déposer des amendements à l'étape du rapport. Le président Milliken a dit que le député siège à 2 comités qui étaient tous deux saisis d'un projet de loi et donc il a eu de la difficulté à déposer ses amendements. Par conséquent, la présidence lui donne le bénéfice du doute. Et dans le cas où un député d'un parti reconnu a participé à l'étude article par article en comité, mais n'était pas membre officiel de ce comité, le président Milliken a permis à ce député de présenter ses amendements à l'étape du rapport. Il a fait remarquer que, évidemment, la présidence reconnaît que notre système parlementaire est basé sur les partis et que la position des partis est présentée en comité. Donc, ce sont les membres officiels du comité qui représentent ce point de vue, mais que certains autres députés pourraient vouloir participer. Donc, un député du parti qui avait choisi de participer à cette réunion aurait pu déposer ses amendements en les faisant déposer par un membre officiel du parti. Mais le président Milliken a tout de même reconnu le droit de ce député de présenter ses amendements à l'étape du rapport parce qu'il n'était pas membre du comité de façon officielle. Et je n'avais même pas ces droits. Je ne faisais même pas partie d'un parti officiel. Alors qu'en 2003, le président Milliken a permis ce genre d'amendement à l'étape du rapport. Monsieur le Président, le droit d'un député de déposer des amendements en comité ne peut pas être transformé à ce point par les mesures imposées par un parti majoritaire demandant que tous les amendements présentés soient réputés adoptés. En fait, qu'on refuse aux députés de prendre la parole, qu'on ne lui donne que très peu de temps pour expliquer, qu'on ne lui permette pas de débattre de ses amendements, de les défendre, qu'on ne lui donne pas l'occasion de parler des autres amendements et qu'on lui refuse la possibilité de voter sur sa propre motion. Il est peut-être possible qu'on puisse respecter les députés qui sont dans ma position, mais à l'étape de l'étude d'article par article du projet de loi C-60 en comité des finances, la réaction n'a pas été acceptable. Monsieur le Président, on a bafoué les droits de certains députés au Parlement qui sont indépendants. Mais si on permet que les choses se poursuivent ainsi, cela créera un précédent. Or, cela va à l'encontre de nos principes fondamentaux, les principes fondamentaux d'une démocratie en fonction du Parlement de Westminster. Le député du Bloc québécois et moi-même avons été traités ainsi, mais j'aimerais qu'on puisse déposer des amendements, qu'on puisse en débattre, qu'on puisse voter sur ces amendements à l'étape du rapport du projet de loi C-60. Merci, Monsieur le Président.